Bonjour à toutes et tous, je suis Catherine Réjus, je suis la déléguée générale de l'ADTEM, le premier réseau du marketing, et je suis ravie de vous accueillir dans notre live ADTEM Mint sur le plateau télé de Brainsonic. Alors ce matin, le live est consacré au thème suivant, complexité croissante de la publicité digitale, et fin à lancer des cookies tiers, comment s'adapter? Alors vous en conviendrez, sujet extrêmement d'actualité et majeur pour nos adhérents et pour l'ensemble des marketeurs d'ailleurs, qui nous a été proposé par notre adhérent Mint et dont nous allons débattre pendant 1 heure avec conseils d'experts, partage d'expériences, conseils concrets, regard d'experts, j'ai mélangé les deux mots, donc à peu près pendant 1 heure. Bien sûr, vous pouvez poser des questions pendant toute la durée du live. Vous avez un chat, et une rubrique questions sur laquelle vous pouvez déposer vos questions. Et notre animateur les prendra soit au fur et à mesure, selon leur nature, soit à la fin du live. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Éric Duchamp, qui est président fondateur de l'agence Conseil en stratégie 3 Altitudes Consulting, qui va animer ce live et qui va vous présenter nos invités. Je vous souhaite un très bon live. Je vous dis très bientôt à l'ADTEM et on se retrouve tout de suite avec Éric. Eh bien, bonjour à tous et je dis aussi bonjour aux personnes qui nous verront en replay car ce live sera disponible en replay. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de publicité digitale avec effectivement, comme on sait, sa complexité, son optimisation, la disparition des cookies qui va bientôt impacter cette publicité digitale qui est très, très complexe. Et naturellement, on va reparler aussi de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'optimisation et comment elle peut optimiser vos investissements publicitaires dans le monde digital. On va faire ça en 3 parties. Première partie, on va se focaliser un peu sur le challenge de la disparition des cookies. La deuxième partie, ça va être cette transition d'un écosystème fondé sur les données personnelles et qui va se transformer en un écosystème focalisé sur les données de campagne. Et puis ensuite, on va effectivement parler de l'IA et comment l'intelligence artificielle va permettre d'optimiser ces investissements digitaux. Alors, aujourd'hui, plusieurs participants, et j'ai le plaisir d'animer cet échange. Bruce Warren, qui est Digital Data Media et Social CRM Director chez Orange. Bonjour Bruce. Bonjour. Carlo De Matteo. Buongiorno Carlo, come stai? Very well. Très bien, merci. Carlo est cofondateur et Chief Operating Officer de Mint. Alors, comme vous l'avez vu, naturellement, Carlo est italien. On va parler en anglais, donc je vais essayer de switcher la présentation en français et en anglais. Mais tout ça, naturellement, si vous avez des choses qui ne sont pas claires, vous me faites un petit message sur le chat et puis je relancerai les sujets. Puis Tristan, qui est effectivement Country Manager de Mint, Country Manager en France. Alors, le premier, comme l'a dit Catherine, vous pouvez poser vos questions. J'ai mon ordinateur ici à droite et je vais voir les questions que vous posez. Et n'hésitez pas à nous arrêter si effectivement il y a des choses qui vous paraissent pas claires. C'est vrai que le sujet de la publicité digitale, c'est complexe. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a des changements. Donc, pas de questions simples et n'hésitez pas à demander des clarifications. Alors, la première chose, effectivement, et j'avance sur cette slide que vous avez en face de vous, qui doit s'afficher, c'est effectivement, le premier sujet, c'est la disparition, effectivement, des cookies. 75% des leaders, marketeurs, advertisers considèrent que ça va avoir un impact vraiment crucial sur leur façon de gérer, investir pour ce business. Et on va parler de ça dans un premier temps, mais tout d'abord, je voudrais que Tristan, qui est Country Manager Mint, puisse nous dire, puisqu'effectivement, cette conférence, c'est une conférence à la fois des thèmes, mais avec un des membres de la thème qui s'appelle Mint. Tristan, Mint, c'est quoi? Bonjour Eric. Bonjour Tristan. Bonjour à tous, merci de nous recevoir.
En quelques mots, donc Mint est un éditeur de solutions SaaS, dites ARM, pour Advertising Resource Management, ou gestion des ressources publicitaires en français, donc à destination des agences et des annonceurs. En fait, c'est une plateforme unifiée qui rassemble en un seul et même endroit les flux de travail, les processus, l'ensemble des données publicitaires et les reporting, donc encore une fois sur un seul et même référentiel. La plateforme aujourd'hui comporte plus de 500 connecteurs, donc qui permet donc à ses utilisateurs, à nos clients, de connecter toutes les familles d'outils qui constituent leur écosystème publicitaire. Donc évidemment les DSP, les ad servers, les outils d'analytics, les outils d'attribution, en allant jusqu'aux outils d'MMM et potentiellement des intégrations ERP ou CRM. Et l'équipe Mint aujourd'hui, c'est 250 collaborateurs à travers le monde, répartis dans différents pays, que sont les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, le Brésil, l'Italie évidemment, et Paris, donc la France, que je représente aujourd'hui. Très bien. Alors bon, on attaque la première partie de cet échange. Je vous rappelle, on va parler d'abord de cet écosystème qui va devoir vivre, se développer, s'optimiser sans cookies. Ensuite, on parlera effectivement du passage des données personnelles aux données campagnes et enfin intelligence artificielle. Donc Tristan, clairement, quelle est cette perspective sur ce qui va se passer? Alors je sais que naturellement Google a repoussé la date de disparition des cookies, mais quelle est la perspective de Mint et quelle est votre perspective personnelle sur la disparition de ces cookies? Alors déjà, avant de parler de perspective de Mint, peut-être une petite rétrospective de cette histoire, de ce véritable roman sur la suppression des cookies tiers que nous propose Google depuis quelques années. En janvier 2020, Google annonce la suppression des cookies tiers avec un plan très audacieux, avec un atterrissage à 2 ans. Différents reports consécutifs qui nous amènent jusqu'en mai 2023 où, après un suspense insoutenable, Google déclare officiellement avoir atteint un point de non-retour et lancer définitivement la fin de la suppression des cookies tiers en janvier 2024. Le 4 janvier 2024, donc de cette année, des premiers tests ont été menés sur 1% de la population, 1% des utilisateurs de Chrome, avec l'objectif d'atteindre donc les 100% en Q3 2024, donc de cette année. Avril 2024, il y a 2 mois, nouveau rebondissement. Google annonce encore un énième report, donc a priori prévu pour 2025. Donc en fait, qu'est-ce que ça traduit en fait ces nombreux reports et cette hésitation à y aller? En fait, c'est une grande inquiétude en fait, et une complexité et un impact considérable que ça aurait sur le marché. Il y a d'ailleurs de nombreux acteurs, de nombreux éditeurs de technologie aujourd'hui qui protestent contre les défis technologiques que ça représente et leurs inquiétudes quant à l'impact encore une fois sur l'industrie. Par ailleurs, la mécanique d'enchère, des enchères séquentielles de la Privacy Sandbox qui s'était présentée comme une alternative au sujet par Google est largement controversée aujourd'hui. Elle est décriée car en fait, elle contournerait en fait le rôle traditionnel des ad serveurs ou des plateformes côté offre en créant une sorte de marché restreint. D'accord. Et aujourd'hui, elle renforcerait potentiellement encore une fois un peu plus la position hégémonique de Google. Il y a d'ailleurs l'IAB Tech Lab qui a publié un rapport très détaillé sur le sujet qui remettrait en cause, en tous les cas, qui soulève des questions sur la performance publicitaire du sujet, sur la capacité à mesurer également la publicité, mais également sur des sujets de brand safety ou de gouvernance et de transparence des données. Donc c'est un sujet qui crispe beaucoup l'industrie encore et plus que jamais. D'accord, merci Tristan. Bruce, lorsqu'on est Media Social CRM Director chez Orange, le user, a priori, il est au centre des questionnements, savoir comment on le cible, comment on lui parle de manière personnalisée. Alors ça veut dire quoi aujourd'hui encore ce nouveau décalage qui a été annoncé il y a quelques mois, quelques semaines? Je crois que ce décalage, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction pour les annonceurs que nous sommes. Une malédiction parce que ça continue à alimenter l'incertitude qu'il y a autour des technologies sur lesquelles on a quand même bâti énormément d'argent, enfin beaucoup d'investissements sur ces technologies. Je rappelle un chiffre de McKinsey qui tourne, qui dit que la disparition des cookies tiers, c'est potentiellement une augmentation de budget de 10 à 20% des annonceurs pour avoir la même efficacité. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, la réduction des signaux vont empêcher finalement les intelligences de générer de la performance. Donc, en cela, c'est une malédiction. Une bénédiction parce que le retard finalement nous permet de nous préparer, de préparer des nouvelles stratégies.
des stratégies qui ne vont pas être ciblées seulement sur de l'audience planning. Alors, c'est ce fameux Graal qu'on attendait. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon job, j'ai lancé un appel d'offres sur la DMP parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir unifier tous les points de contact à travers des seuls et mêmes identifiants. Bon, bah ça, on voit bien maintenant qu'on est sur ses limites et qu'on va faire des transitions vers des approches un peu plus silotées, un peu plus walled garden, comme on dit. Et avec de l'intelligence artificielle. Donc ça nous laisse un peu plus de temps, un peu plus de souffle pour nous préparer. Très bien, merci. Merci. Carlo, you are the co-founder of Mint, this SaaS platform that aims at optimizing all the digital advertising investments. Basically, you can make. What's your thought? I mean, what is your perspective on this delay? I mean, from a Mint standpoint. Well, delay is always putting anxiousness, as Bruce was saying, in the people, and because you don't know what to do, you cannot really make choices because you have the uncertainty of what's going to come in next. And if you look at the latest AIB outlook in 2024. Most of the advertisers, I think 44%, are actually very concerned about the ability to track cross-channel. And obviously, if you track with an ad server, if you track with analytics, how can you then make sure that the same tracking of users across domains happens if you're not certain any longer about the third-party cookies, right? And the second concern that most of the advertisers that we talk to, and sometimes also publisher, is about the inability to get enough first-party data because it's difficult. It's not easy to, tell people, click, accept, give me your identity. And therefore, you have very little IDs that you can work with, which is painful. And also, I think that most of the advertisers also are very much feeling the pain of not knowing. And there is a lot of offering in the market on that one side. But if I don't know what's going to happen behind the corner, which technology should I adopt? What I should be doing? So the pain of the delay is that people don't make decision. And for an industry that is fast evolving, not making a decision is a problem. Bruce said that the good thing is that we can get prepared. This is absolutely true. So you have a little bit more time. So you hope that Google doesn't come tomorrow morning because the industry is not prepared. But at the same time, it will come a moment in which people need to make a decision whether or not the market is ready. That's right. Okay. Bruce, on parle de ce concept du taux de consentement qui va effectivement finalement être inférieur et qui va baisser. Donc, comment vous traitez ça, vous, chez Orange? On traite ça d'un point de vue à la fois technologique et marketing. Technologique, on sait que, alors excusez-moi pour le côté un peu technique, pour nos auditeurs et nos auditrices, il y a deux manières de récupérer de l'information. Première manière de récupérer de l'information, c'est sur le poste de travail, sur le navigateur de la personne, ce qu'on appelle le client-side. On voit bien qu'aujourd'hui, le fait de récupérer ces informations, qui était très automatisé, qui permet d'avoir énormément de data, avec les problèmes de RGPD, de données personnelles, ces données-là, il va falloir qu'on les capte d'une autre manière. Donc, on met en place, et d'ailleurs l'industrie met en place des technologies qui s'appellent server-side, qui permettent de capter l'information sur nos serveurs, des données qui nous sont propres, des données de première main, ce qu'on appelle les données first party des annonceurs. Donc, on va capter moins de signaux, mais on va mieux les capter. Donc, on va travailler sur de la qualité, on va travailler sur de la quantité. Et ensuite, on va travailler sur de la modélisation. Donc, d'abord, qualité, moins de volume, plus d'informations, plus de consentement en règle avec la législation, et ensuite de la modélisation. Donc, on va changer notre manière de travailler les données pour pouvoir ensuite les modéliser et faire du ciblage, non pas un ciblage d'audience au sens one-to-one, au sens granulaire, mais au sens statistique. On a un petit discours technique, donc pour l'instant, il n'y a pas de questions et merci aux participants, n'hésitez pas à poser et demander des clarifications. Donc, mais on est obligé de rentrer dans la technique parce que c'est ce qui. Le problème, c'est ce que la situation, le contexte nous oblige et vous oblige de faire. Hein, c'est un autre sujet. Merci de le souligner. Ce sujet est extrêmement technique, extrêmement complexe. Absolument. Quand on parle avec des professionnels techniques, moi j'ai la chance de venir du monde de la régie publicitaire.
Mais quand on n'a pas cette chance-là et qu'il y a énormément de gens qui changent de poste chez les annonceurs, on est confronté à un problème de complexité, de technicité qui est très aride, qui est très abscon, sur lequel, en fait, on est totalement dépassé. Donc, il y a un vrai sujet, je pense, aujourd'hui de pédagogie auprès du grand public, de parler simple, de parler de manière claire, de manière à qu'on puisse se préparer. Oui, tout à fait. On parlera de Mint à la fin, Tristan, mais je sais que plaisir, oui. Mint a aussi une mission de simplification, d'intégration, le fait de rendre toute cette complexité un peu plus facile à gérer et automatiser les workflows, etc. Donc on en parlera à la fin de cette table ronde. Carlo, et alors, c'est quoi l'évolution, votre vision, c'est quoi cette évolution sur les cookies? Il y en a... Donc ça va disparaître, il va y avoir ce que vous appelez le contextual advertising, hein, c'est ça. Alors c'est quoi le contextual advertising? What is the contextual advertising? I'm sorry, just I need to switch in English. Yeah. I got the question. So alternatives to cookies are many, not just one. And I think marketers like Bruce is actually already very well advanced in testing different things, as he just mentioned. Modelizing, like using statistician models to identify where it's most effective to plan advertising is one of that. Contextual advertising is what you just mentioned, is an alternative as well for user targeting. It is based on the assumption that if you target a specific media in a context, so for example, you think about I'm targeting only publisher who speaks about sports or certain topics. Most likely, you will have an audience that would react to that context, which is pretty homogeneous. So if your product is for that audience, most likely you don't need to track the audience. You just target the media that mostly resonate with that audience. And that's very much for anything potentially. Like you can talk about diversity and inclusion targeting as well by focusing on contextual advertising. And there is a lot of technologies and platform as of today that offers to advertisers contextual advertising. But it's always a blend. I think the best way for a CMO or an advertising head of advertising to really do A/B testing with things that are currently offering is to make sure that there is, first of all, a paradigm shift moving from the last decade obsession of identify the single user to the new way of doing advertising, which is technology-based and statistical way, because that's you can really enter into the realm of trying different things and see what like a laboratory, like in a chemical laboratory, what works, what doesn't work. Make your own recipe, because at every brand you have a different application for your media strategies. So the evolution will be very much towards a more custom approach, brands by brands, fully leveraging technologies. Moi, ça fait un peu référence à l'étude de la DTEB l'année dernière qui est sur les profils, les futurs profils de CMO. On voit bien que la technologie, naturellement, on n'est pas obligé d'être expert. Il faut s'entourer d'experts, mais la technologie devient un incontournable et ça devient de plus en plus sophistiqué. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing technologiste. C'est ce qu'on appelle le marketing technologiste. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. On a posé un peu un des sujets, un des événements qui est très très important pour notre industrie. Je voudrais partager maintenant, et c'est effectivement Carlo qui va nous parler de ça, c'est cette évolution naturellement d'un écosystème qui est, I'm going to switch in English so that Carlo can follow me and can answer my question. We are moving to an ecosystem that's been so far focused on user data, les données personnelles, to campaign data. That's a really a very major shift. And Carlo will talk to us about predictive marketing as well. So I'm going to basically this is my favorite slide of all the presentation. So I know that you will comment on that, but I think it's a very compelling, very mind-opening slide. So Carlo. Yeah, what the slide says is basically that marketers have been looking only at the tip of this iceberg in the last 20 years, where the tip of the iceberg is the audience. And they simply just don't really use all the rest of the data that every euro or every dollar produce when you spend them.
I mean, there is so much more information around the advertiser campaign that, typically this information is available. It's not in breach of the GDPR. It's very easy to collect and to process. And this type of data is anything else than audience data. You can talk about, performance KPI, information about the media channel performance, the creative asset performance. You have statistical about seasonality, days, territories. So there is so much abundance of the data, which usually in the past was like thrown away. Like that's not need for me because I need to focus only on the tip of the iceberg. Now let's try to enter into the bottom part of the iceberg. Yeah, because actually, I mean, the bottom part of the iceberg is pretty rich. It's rich. It's huge. Many data hidden in the under the sea level. And that's where AI will play a big game, because what in the past technology was not doing is really to correlate in a fast way a huge amount of data, potentially not organized, not well defined, and try to make meaningful action and meaningful insights of this data. So now you need to collect this data first. Mm-hmm. That's the first action that a marketer should be doing. Like, I want to have all my data, any data of my campaigns into software so that the software can finally create models, create patterns to understand more how can I do prediction. Mm-hmm. And when I say prediction, so the logic of this shift that I was talking about is very much moving from a precision marketing, which is precisely on the user, to a prediction marketing, which is I want to predict what is my action making in terms of effect to my campaign performance, not necessarily to my audience, to my campaign performance. So am I, as a marketer, making my company more successful because I can sell more with this action? It's very much an input-output analysis on data patterns rather than try to follow the single user, whatever it is. So that's really the shift from precision marketing to prediction. And it's going to be powered by artificial intelligence. Is the foundation. Yeah, that's the foundation. And the foundation is that you need to start that you have not disaggregated data. You need to put into a software that makes sure that you can aggregate data to a certain level. Then you can add AI algorithms into that. So then you can have a prediction of what is the next action that you want to do. Carlo, I appreciate your English because I can understand the English, and the technical wording is okay to understand. I mean, good that you don't have a kind of a sharp Scottish accent, like for instance, which it's always more difficult just to understand. But Bruce says something important. I mean, you need to educate marketers because marketers are not technologists. And that's one of the challenge that marketers need to learn. And how can I learn technologies if I'm not a technologist? I'm a marketer, right? So that gap, the meeting like this one is very important because you can make sure that people, scale up in their knowledge on how to manage advertising. Yeah, it was very striking to me when I was at Vivatech, the famous tech show in Paris. There is no choice anymore. I mean, you have just to dive into it, and you need just to use it on an everyday basis. All right, Bruce. So what is the impact? I mean, what is your view on this shift from user data to campaign data? I mean, just tell us a little bit more about what's happening in Orange. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et le compléter, vous savez, dans la big data, quand la big data est arrivée, on parlait des 5 V. Les 5 V, c'est le volume, la vitesse, la variété, la véracité et la valeur. En fait, moi, mon analyse, c'est que le fait de changer de paradigme, de passer du precision marketing on va dire, au marketing de prédiction, c'est que finalement, on va moins insister dans le mix des 5 V sur le volume et la vitesse. Parce que le volume et la vitesse, c'était le programmatique, c'était les cookies, il y avait énormément de données. C'était un peu comme l'image de la finance, du trading haute fréquence. C'est un peu ça, le trading haute fréquence, on prend énormément de données et on essaye de voir ce qui se passe avec du precision marketing. On va passer de ça, on va baisser en fait le mix de la vitesse et du volume pour plus s'orienter dans les 5 V vers la variété. Je vais prendre des données de mon CRM, de ma first party, de mes utilisateurs, je vais travailler des communautés, etc. De la véracité, parce que là, je vais essayer d'avoir une information la plus vraie possible par rapport au comportement. Je connais moi en tant que marketeur mes utilisateurs.
et de la valeur que ça va générer après. Donc finalement, pour moi, on met moins dans le mix du volume et de la vitesse, on appuie plus sur des prédictions de modèles. Et donc le marketeur, finalement, en tout cas chez Orange, nous, on essaie vraiment de mieux comprendre ce qui se passe sur nos utilisateurs et de créer des communautés. Parce qu'en fait, les communautés, en plus de ça, elles n'ont pas le même comportement en fonction du contexte. On parlait de contextual advertising. Quand vous lisez un magazine de sport, où vous n'avez pas du tout le même comportement que quand vous lisez un magazine économique. Donc il va falloir travailler différentes choses avec moins de données, mais de manière beaucoup plus précise, avec des algorithmes qui vont être du coup fine-tunés, ce qu'on appelle précisés, plus modélisés à façon en fonction des audiences et des cibles qu'on va aller chercher. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que ça apporte non seulement... il y a un challenge au niveau des annonceurs comme vous, mais ça veut dire aussi que pour les consommateurs, les clients, ça veut dire qu'ils vont avoir moins d'informations, moins de sollicitations, mais plus qualitatives, parce que justement, on va vers des choses qui vont être plus fines et plus précises. Je pense que ça va dans ce sens-là. Je pense que les marketeurs ont compris que déjà, leurs consommateurs, leurs utilisateurs sont extrêmement volatiles. On est soumis à une masse de messages qui augmente de jour en jour et d'année en année. Donc finalement, pour capter l'attention de nos cibles, il faut être beaucoup plus respectueux, il faut être moins dans le bombarding quelque part, le message, il faut être plus dans l'attention et le moment de vérité. Le moment de vérité, il est très important, et puis il y a quand même un aspect sur lequel je pourrais revenir un peu plus tard dans votre prochaine question peut-être, mais c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la caisse de résonance sur les réseaux sociaux, et c'est un écosystème qui se connecte difficilement au système des cookies, donc il faut le prendre en compte. Donc ça veut dire qu'on va travailler différents écosystèmes avec des comportements qui comportent le bouche à oreille. Ouais. Et le bouche à oreille pour un marketeur, c'est absolument fondamental aujourd'hui, parce que nous sommes en permacrise. Toutes les semaines, il se passe des choses, on le voit bien, les élections, les réputations des marques, etc. Tout ça fait que le marketeur aujourd'hui, c'est un manager de crise quelque part. Mm-hmm. Il est en gestion permanente de sa marque et de sa réputation. Oui, donc on est le fameux Net Promoting Score, l'influence, le word of mouth, tout ça, ça va être encore plus important. Absolument. Ouais. Alors, par rapport à tout ça, aussi, Bruce, les plateformes, parce qu'elles sont toujours là, les plateformes, les Facebook et compagnie. Donc, comment ça va se gérer dans cette nouvelle, dans ce nouveau contexte avec sans cookies à l'horizon 2025? Enfin, on ne sait pas si ça va être 2025 ou plus loin, mais comment vous allez gérer ces plateformes? Alors, ces plateformes, elles font partie de l'écosystème, elles sont essentielles dans notre modélisation. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs informations silotées, donc des informations qui proviennent de Meta, des informations qui proviennent de Google, des informations qui proviennent de Pinterest, de TikTok. Ces informations-là, elles sont très importantes. Il va falloir qu'on crée de l'information dans ces plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire créer des informations? C'est un peu comme si on allait créer des communautés qui vont être engagées, puisque c'est bien montré dans votre iceberg, il y a un KPI qui est engagement là en dessous. L'engagement, c'est un KPI pour le marketeur qui est absolument essentiel. Absolument. On peut faire de la publicité. Si la publicité génère de la visibilité, mais qu'il n'y a pas d'attention et d'engagement derrière, c'est compliqué. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'engagement de nos utilisateurs. Donc, créer des communautés sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, pour ensuite modéliser des informations et travailler avec les algorithmes de Meta, qui sont des boîtes noires, j'en conviens, mais de comprendre comment on va pouvoir générer des individus jumeaux, des mêmes individus qui engagent sur nos communautés, ça c'est quelque chose d'intéressant, qu'il va falloir aussi mettre en input dans nos modèles, au même regard qu'on va mettre en input notre CRM, et toutes les informations dont on aura besoin. Et là, l'intelligence artificielle, elle est absolument fondamentale, et la maîtrise de cette intelligence artificielle, la supervision de cette intelligence artificielle, quelles que soient les données sociales ou display, vont être absolument essentielles pour avoir un avantage concurrentiel. Très bien. Avant de passer la parole à Tristan, qui va nous donner aussi sa perspective et la perspective de Mint sur les plateformes, j'ai juste une question dans le chat de la part de Stéphane, qui veut une petite précision. Est-ce que vous pourriez un peu plus expliquer le concept de tracking server-side? Oui. Le tracking server-side... Vous avez parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut essayer de le rendre un peu plus trivial, entre guillemets? Je vais vous prendre un exemple sur Facebook.
on va travailler des publicités, on va mettre en place des publicités sur Facebook, mais il faut qu'on puisse connecter les informations qu'on a sur nos sites e-commerce, tout notre écosystème display, qu'on puisse les envoyer à Meta pour que Meta puisse alimenter, enrichir ses capacités de targeting en fonction de nos propres données utilisateurs, tout en étant bien évidemment crypté. C'est-à-dire qu'on est compliant au niveau de la RGPD. Donc le serveur, c'est qu'on va capter, nous, quand les gens vont se connecter à notre site, on va capter les informations des utilisateurs à travers nos propres serveurs, à travers un consentement, parce qu'on aura proposé de partager leurs données, ils auront accepté, plutôt que d'utiliser des données sur le navigateur du client, de l'utilisateur, sur lequel il n'aura pas eu l'occasion forcément de mettre son consentement, sur lequel il aura aussi des anti-spam, plein d'outils qui vont nous appauvrir en termes de données et en termes de précision. Donc c'est juste une autre manière de capter l'information sur nos serveurs, de manière à garantir l'intégrité des informations, là aussi la législation, et de pouvoir ensuite l'utiliser et l'envoyer à différentes plateformes, tout en la conservant chez nous. Donc nous sommes propriétaires de ces données-là. D'où le server-side. Voilà, elle ne reste pas chez le client, parce que le client, dès qu'il va se retrouver avec, je sais pas moi, un plantage ou un navigateur qui recharge, nous, tout d'un coup, ces données, elles n'existent plus. Elles sont chez le client. Autant qu'elles soient chez nous, en toute compliance. Stéphane, si on a répondu à la question, je veux bien un petit cœur à côté de votre question pour être sûr qu'on réponde à vos attentes, parce que naturellement, on a conscience qu'il y a effectivement de la complexité dans ce qu'on raconte. Tristan, c'est quoi la perspective de Mint par rapport à ces plateformes et par rapport à la façon dont Mint aussi, cette plateforme SaaS dont vous êtes responsable, comment elle va gérer cette plateforme et comment elle va aider les publicitaires à gérer cette dominance, cette position dominante des plateformes? Sans rentrer déjà dans le détail de comment on va gérer ça, nous on a une posture et l'industrie de manière générale face à la dépendance des grandes plateformes, c'est qu'elle implique deux risques majeurs pour les investisseurs, pour les marketeurs. Le premier, c'est que dès lors qu'une plateforme fonctionne, tout le monde se rue dessus. Et le principe des places de marché fermées, c'est que plus il y a demande, plus les prix augmentent. Donc, au départ, on a des retours sur investissement très, très performants, très intéressants. Mais dès lors que l'offre, encore une fois, et que le trafic augmente, les coûts augmentent. Et donc, le ROAS, le retour sur investissement publicitaire, n'est plus au rendez-vous. Et le deuxième sujet, c'est que lorsqu'on considère une plateforme de manière fermée, de manière silotée ou quasi exclusive, on se ferme des autres opportunités d'achat. Donc nous, le parti pris de Mint, c'est l'omnicanalité, c'est de considérer ces investissements et les opportunités d'achat dans son ensemble. Aujourd'hui, effectivement, il y a des géants, il y a des plateformes géantes très performantes, mais on a, au gré des périodes, au gré des saisons, au gré des événements politiques, quels qu'ils soient, qu'évoquait Bruce actuellement, des fluctuations sur les coûts, sur les prix marchés qu'il faut savoir saisir. Et ça, c'est l'intelligence artificielle et une vision omnicanale qui nous permet de les saisir. Et Bruce, mais j'ai l'impression que vous avez répondu, c'est-à-dire effectivement cette espèce de contradiction. On a envie de parler de manière de plus en plus personnalisée aux users, aux customers, aux clients, aux consommateurs, enfin quel que soit le terme qu'on utilise. Et en même temps, les cookies nous enlèvent, nous enlèvent cette opportunité. Mais avec cette approche, vous êtes capable finalement de retrouver une personnalisation, une précision à travers l'approche que vous venez d'expliquer. Oui, j'ai bien compris ça, c'est ça. Moi, je suis convaincu que, vous savez, finalement, il y a des cycles. Avant le programmatique, comment les annonceurs travaillaient finalement leur publicité? Ils faisaient tout simplement une analyse d'affinité par magazine. Et ils disaient, tiens, je vais faire une publicité sur Elle ou sur Automoto, pour capter le moment de vie de la personne. Je pense que finalement, on revient un petit peu à ces fondamentaux et que les réseaux sociaux vont permettre de faire ça puissance 10. C'est-à-dire que quand vous créez une communauté, par exemple, nous, on a créé une communauté, une page Facebook sur Bien Vivre le Digital, qui est notre magazine, notre plateforme, notre site qui accompagne les uns et les autres dans leurs usages numériques responsables. Donc, cette plateforme-là, elle nous permet de capter des cibles, comme les parents connectés. Ces parents connectés, elles vont être appétentes à certains moments. Par exemple, j'ai besoin de sécuriser ma résidence secondaire, ou déménagement, etc.
Donc, c'est autant d'informations que nous allons avoir, nous établissons des conversations. C'est-à-dire que là, avant, on était dans du ciblage, on va dire, contextuel de magazine, mais là, ce qu'apportent les réseaux sociaux, c'est la conversation. Quand une startup se crée, vous créez un produit bêta, et ce que vous faites, c'est que vous engagez des personnes qui sont intéressées par votre produit. Et une fois que les personnes vous disent « moi, ce produit, c'est de telle ou telle manière que je le verrai », vous modélisez votre produit, et vous avez un pool de personnes, 1000, 2000, 3000 personnes engagées, sur lequel ensuite vous pouvez capitaliser pour aller chercher d'autres personnes du même type. Et c'est ça la force des algorithmes aujourd'hui, c'est que vous pouvez marier le fait d'avoir une communauté très engagée, qui va avoir une spécificité X, Y, Z, et que vous allez pouvoir essayer d'aller trouver des personnes qui ont le même comportement, grâce aux plateformes telles que Meta, TikTok, etc., en alimentant et en conversant avec cette communauté. Donc vous allez créer des micro-communautés, en fait. Vous allez créer des micro-communautés qui vont vous permettre de travailler vos cibles marketing. D'accord. Et ensuite, technologiquement, vous allez intégrer des outils comme Mint ou comme d'autres technologies qui vont vous permettre de rapprocher ces données et d'en faire des modèles statistiques. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins en one-to-one qu'en one-to-few? Absolument. On fait ça l'idée. C'est l'idée de communauté. Et on va effectivement, Bruce ou Eric vont faire partie d'une communauté avec des aspirations, des expériences, des moments de vie qui vont être comparables. C'est ça. Et c'est cette communauté qu'on va citer. C'est ça. Mais je précise la pensée. Vous commencez par créer une communauté en one-to-one, en conversationnel. Et une fois que vous avez suffisamment de données sur cette communauté qui est engagée, vous allez faire du one-to-few avec du statistique. Donc, il faut d'abord avoir une forme de conversationnel avec des community managers derrière, des gens qui engagent avec votre communauté. Une fois que cette communauté est très engagée avec un KPI qui est l'engagement, vous allez prendre ces données-là et en faire des modèles statistiques. C'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Très bien, très bien. Bon, alors, il nous reste 20 minutes. On a parlé dans un premier temps des cookies. On a parlé de l'évolution, effectivement, de ces écosystèmes qui passent d'un écosystème orienté données personnelles à un écosystème orienté données de campagne. Now we can start, the third part of the third section of our presentation, of our discussion, which is around AI. And obviously, we already tapped into this opportunity before, but all these different challenges, we can address these different challenges as long as we have the right technology and the complexity, the volume of data, the famous infobésité that is really a challenge. AI can just, can help. Of course, Mint is powered by AI, but what is the status? What is the update about AI and digital advertising? And I need just to move to the slide, which is this very impressive slide in billion, 7.5 billion of dollars. What is it? Carlo, please. So, the market of AI growth, the slide shows pretty clear statistics in terms of the revenues that companies using AI will achieve in the next few years, and it's a multi-billion business. And how this happening? I see what we do at Mint, right? You apply AI to your product, or like brands will apply AI to their product and services, but also you want to apply AI to your teams, your own internal company. So. And I can give you an example of what we're doing. Mint is definitely investing a lot in AI, both in terms of every division of our company is currently using AI in many tasks. And AI actually do not only make you your capacity bigger and faster, but also enhancing you to do things that you were not able to do before. One of the easiest example that I can bring into the table is that competitive intelligence, for example, which is one of the marketeer most relevant topic. We develop, just for our own product development, in 3 days, a system based on Gen AI where we could just simply bring information of a competitor like on a website and automatically have all the information on our product that is actually missing the gap or vice versa. So the strength of your innovation in any possible aspects come through Gen AI. There is no alternative to that. So you, as a brand, you want to equip yourself with enough resources internally because you need to bring knowledge to your company about that. And so resources that are expert in Gen AI, even if Gen AI is actually only 6 months old or so, and constantly changing, so that you can really map out all your
product, all your divisions and teams towards AI. If any company does that, those numbers that the slide is showing is going to be absolutely, achieved in a second. And because Mint is a workflow platform, what we focus on is to make sure that Gen AI could bring more automation on the efficiency of the media operations. Okay, so not creativity. Creativity is not Mint business. We work on the workflow, media planning and buying and optimizing. So that's where we brought AI in. And I think that AI will play a significant decision making in every brand with respect to media optimization. I'm sorry, just because apparently I have a comment. I mean, somebody is saying that the slide is not displayed. I mean, est-ce que je peux demander à la technique de vous assurer que la slide avec le 107,5 billion of dollars est bien displayed? Je ne sais pas si c'est Colin Herbe qui nous dit que la slide n'est pas visible. Donc on va vérifier ça. Et puis il y a cette partie aussi que c'est la slide suivante qui est sur AI beyond creativity. Do you want to comment on this one as well? Yeah, because it's helping. So this is a study that actually showed basically that what I was just saying is actually already a reality. 73% of marketers think about budgeting the media and making campaign planning through the use of AI. So again, people immediately think, it's creative. Gen AI makes beautiful video, makes beautiful images. In reality, AI can do a great job in, for example, budget management, but also performance, prediction of budget allocation, and drive how you can better use your resources, which means money, people, media, asset, anything, through an analysis based on AI patterns. So there is like 53% that have already done it in the last 6 months. And, to the point, obviously, when we're still talking about audience and first-party data, there is something very relevant the AI can finally bring to the table, which is the use of synthetic data. Oh, my God. Now, oh, my God. And please clarify, what is synthetic data? So basically, synthetic data is something that you would make an AI agent to produce for you when statistically those data can be replicated even if you don't have that. So, for example, you have your media plan, you have your recurring performance daily data, and you may have, for whatever reason, a gap because some platform doesn't give you the right data today, because you have problem in normalizing the data. So Gen AI can cover the gap temporarily, producing creatively a set of data, synthetic, which based on the historical partner actually fill that gap so that you don't miss the homogeneity of your data and your analysis, so the insight becomes still relevant. And then obviously when the real data comes to life again, that will replace the synthetic data. Is a way to make... It's a way to fill the gap. Typically synthetic data is, or for example, let's think about a big brand who wants to have reach and frequency, which is typical traditional way of reaching people. And then you want to combine this information and KPI with, for example, attention metrics, view through, etc. And you want to make your own particular custom metrics to measure the effectiveness of a campaign. That is complex things. And not necessarily on a daily basis you will keep the data with you for decision making. So that is where synthetic data or AI-based data can come in to fill the gap, analyze these two sources of data, producing your custom KPI, and continuously helping you to make decisions throughout. Yeah. Thank you, Carlo. Je dois dire que de plus en plus, dans les personnes que je rencontre, il y a de plus en plus dans les groupes des gens qui sont responsables de l'adoption des nouvelles technologies. C'est même pas de la formation, parce qu'il y a une formation sur les outils, mais on est sur l'adoption au niveau interne de presque pour faire sauter les obstacles psychologiques de... On y va, on commence à apprendre, à pratiquer. On en est où de l'AI, Bruce, chez Orange? Comment les choses ont... 99,9% des salariés, des collaborateurs d'Orange utilisent de l'AI pour tous les sujets. Comment ça se passe? On en est où? Nous, on a été très... Sur la partie média, là, tu vois. Oui, sur la partie média, mais d'une manière générale, juste en termes culturels, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes puissent tester ce genre d'outils. Donc, typiquement, très rapidement, on a mis en place un outil maison on-premise avec ChatGPT
mais les données ne sortent pas, donc on peut partager des données confidentielles et on peut jouer en fait avec l'IA générative de ChatGPT, mais qui est un ChatGPT orange, donc en fait qui est vraiment très sécurisé. Donc ça c'est très important parce qu'au niveau de l'adoption de tous les collaboratrices et les collaborateurs, il faut qu'ils comprennent comment l'IA générative fonctionne, quelles sont les hallucinations, les risques d'hallucination sur l'intelligence artificielle aussi. Hallucination, c'est quoi hallucination? Alors, une hallucination, c'est par exemple, admettons, comme disait Carlos, que l'IA veut remplir un trou d'une analyse, mais qu'elle le remplisse à travers une information statistique, mais qui n'est pas du tout fiable par rapport à l'analyse. D'accord. C'est ça une hallucination. C'est qu'en fait, l'IA, c'est juste une statistique. Donc, si la statistique, elle est dans la courbe de Gauss, tout va bien. Si la statistique et l'analyse, en fait, elle n'est pas dans la courbe de Gauss, elle va vous donner une information qui est mauvaise. Donc ça, c'est important que tout le monde puisse l'approprier. Maintenant, pour en revenir aux médias, mon analyse est la suivante. Je pense que pour reprendre le funnel marketing, vous avez le funnel marketing, vous faites de la notoriété, vous faites de la notoriété, de la considération, vous faites de l'intérêt. Les gens ensuite achètent votre produit. Ils achètent votre produit, donc là, vous suscitez l'achat, c'est la performance. Une fois qu'ils ont l'expérience de l'achat, surtout ne pas oublier l'effet d'expérience et de partage de l'expérience. Ça, souvent, on l'oublie. Donc, dans ce funnel, vous avez 3 parties, en fait, finalement. La partie notoriété, vous avez la partie expérience produit et vous avez la partie partage de l'expérience. Sur la deuxième partie, la partie performance, je pense que là, l'IA va automatiser un certain nombre de sujets et on va pouvoir déléguer, automatiser énormément de choses en performance à l'IA. C'est de la performance et de la productivité aussi pour les équipes qui travaillent, qui planifient, qui gèrent le workflow. Les agences, nos agences, nos partenaires, avec les bons partenaires technologiques, on va automatiser la performance, tous les sujets performance. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même le superviser. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des personnes en interne ou en hybride, parce que souvent il y a des modèles d'agences qui mettent à disposition des personnes chez les annonceurs. Il faut qu'on ait les bonnes compétences, de manière à ne pas avoir des phénomènes d'hallucination et de comprendre quelles sont les données, l'intégrité, la valeur, etc. de ces données. Ça, c'est pour le funnel de performance. Qu'est-ce qui va faire la différence pour un marketeur demain ? Qu'est-ce qui va lui donner un avantage compétitif ? C'est pas tant finalement le sujet de la performance, parce que l'IA, elle va travailler partout de la même manière. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme information qui va faire la différence par rapport aux concurrents ? C'est tout le travail de la notoriété, de la considération et de la marque, et du partage. Et là, il y a aussi des sujets d'IA qui sont pas très matures, mais qu'il va falloir travailler. Comment, en termes de branding, je vais faire la différence, puisque en termes de performance, je vais avoir un avantage compétitif, mais qui va pas être tellement plus fort que mon concurrent. Et pour reprendre ce que, à la rigueur, avec mon chat GPT sur mon téléphone, c'est la formation en prompt. C'est-à-dire qu'on a des bons résultats si on sait faire un bon prompt, si on sait dialoguer, etc. C'est la même problématique ici. Tout à fait. Comment je vais pouvoir travailler de la donnée conversationnelle et demander à mes LLM, mes Lateral Language Modeling, ce qui va être intéressant et comment je vais pouvoir engager mes utilisateurs à travers de l'IA générative, mais aussi de l'IA générative de l'image, des vidéos, etc., tout en restant humain, en ayant ma différence, ça va être ça le sujet. Parce que, vous voyez bien sur Google, aujourd'hui, il y a un grand débat, c'est toutes les informations qui sont fournies par Google sont fournies par des robots et des intelligences artificielles. Et donc Google est en train de chercher des informations qui viennent des forums humains pour justement différencier le sujet. Sinon, on va avoir tous la même information. Donc comment se différencier avec ça ? C'est l'humain. Et c'est la supervision des IA qui va permettre aux marketeurs de se différencier. Alors, c'est une question pour Tristan, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a les gens, enfin les experts qui travaillent, il y a les data, il y a les process, la technologie, et finalement cette espèce de cocktail de différentes expertises, de différentes technologies qu'on met ensemble, qui va faire qu'une marque ou un business va être productif, en fait, va être performant. Donc, c'est quoi la vision de Mint là-dessus ? C'est comment on arrive finalement à sélectionner, si moi je suis un marketeur, j'ai entendu la conférence là qu'on est en train de faire, puis demain je dois
organiser, trouver une technologie pour que tout ça, que je mette ça en place? C'est quoi votre vision? Déjà, c'est ce qu'on constate, c'est que les usages de l'intelligence artificielle dans l'entreprise sont pléthoriques. Mais ce qu'on constate, c'est que un des impacts les plus forts de l'IA aujourd'hui se situe sur la publicité et le marketing. Et pourtant, sont des services, des fonctions qui ont tendance à perdre leur leadership sur la question de la sélection et de l'intégration des outils d'IA au profit de la supply chain, au profit de la transformation digitale ou au profit même de la direction des achats. Par ailleurs, on constate également dans certaines entreprises, ça a été évoqué, qu'on commence à réfléchir à des Chief Intelligence Artificial Officer, des services dédiés à la mise en place de stacks globaux dans les entreprises. Nous, ce qu'on croit chez Mint, on a la conviction forte que c'est le marketing qui doit leader l'IA et qui doit inspirer, qui doit guider avec le choix des bonnes technologies, des bons usages, des bons use cases, l'ensemble de l'entreprise. Il y a d'ailleurs donc c'est un chiffre que j'ai dans mes notes, un rapport du Gartner récemment qui déclarait que 22% des CMO interrogés déclaraient vouloir remplacer certaines de leurs équipes par des IA pour résoudre et opérer des tâches au quotidien. Donc, pour répondre à ta question, Eric, nous, il y a 4 piliers à considérer essentiellement dans un projet d'implémentation d'IA et en l'occurrence dans la direction marketing. Avec le premier, c'est le choix des bonnes personnes. Les choix des bonnes personnes, ça va être des personnes qui sont orientées innovation, qui ont une forte capacité, un goût pour le changement, un goût pour le challenge, une forte capacité d'adaptation pour pouvoir s'adapter aux évolutions et aux changements technologiques de ces IA, puisque ce sont des technologies en mouvement constant. Après les personnes, je parlerai des données, la qualité de la donnée, l'accessibilité de la donnée. La qualité de la donnée, on connaît tous l'adage garbage in, garbage out. Il nous faut de la bonne donnée pour pouvoir avoir de bons résultats. Ensuite, il s'agit d'avoir des processus clairs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une donnée propre, il est important d'avoir des objectifs communs dans l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, par exemple, l'optimisation des investissements marketing et de sélectionner les bonnes équipes qui auront vocation à collaborer ensemble. Et dès lors que cette data propre a été collectée, structurée, que les process sont clairs, on va pouvoir choisir et y appliquer une couche d'intelligence artificielle homogène et égale pour tout le monde pour embarquer les people sur un seul et même niveau d'information porté par de l'analyse prédictive, des langages naturels ou toute autre forme de technologie IA. Nous, ce qu'on encourage à faire, c'est d'avoir des couches qui soient transversales, qui puissent embarquer les people pour une collaboration optimale et une exploitation de la donnée collaborative pour en exploiter et en tirer encore une fois le maximum de valeur. Alors il y aura toujours des outils qui ne peuvent pas être intégrés pour répondre à des problématiques ponctuelles ou isolées, mais disons que notre vision à nous chez Mint en tout cas, c'est d'encourager la défragmentation et pour stopper le fonctionnement en silo et encore une fois avoir une vision et une exploitation de la data holistique et commune. Avant de donner la dernière parole, et on est presque à la fin à Bruce sur un peu la vision d'Orange sur les quelques années qui viennent. Donc Mint, c'est globalement cette plateforme qui est modulaire, ce que j'ai compris, c'est que ça centralise les data, ça automatise, ça optimise, mais c'est modulaire. Enfin, on peut en gros faire son shopping là-dedans, on peut prendre tout ou bien 2 ou 3 modules qui correspondent aux besoins. Alors c'est quoi l'advertising resource management? Parce que vous avez créé une catégorie à proprement parler. Donc, c'est quoi l'advertising resource management? C'est mon moment, merci. Comme faisait Ardisson, c'est le moment. C'est le moment, Tristan. C'est le moment de la réclame. Non, merci. Un mot sur Mint, effectivement. Fort de tout ce qu'on vient de dire et de tous ces constats, Mint, en fait, est une solution end-to-end, de bout en bout, qui permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des campagnes publicitaires avec le soutien de l'automatisation et de l'IA, donc de la définition des objectifs stratégiques de la campagne, jusqu'à la réconciliation financière en passant par toutes les étapes du cycle de vie d'une campagne. Donc ça s'adresse aux agences et aux annonceurs, on l'a compris. Et ça repose donc sur l'IA et l'automatisation pour, premièrement, grâce à l'automatisation, libérer, je dirais, les humains des tâches chronophages et rébarbatives pour leur permettre de se concentrer sur des sujets beaucoup plus stratégiques. Et d'un autre côté, l'IA qui va permettre de lire, d'exploiter ces volumes de data, ces
c'est ces grands ensembles de data astronomiques qu'on va capitaliser justement au sein de cet ARM, à l'image de ce qu'on va faire avec un CRM avec la donnée client. On va ARM, capitaliser. c'est Advertising Resource Management. Merci. Ouais. On va capitaliser la donnée publicitaire pour créer en fait un nouvel asset informationnel à destination des entreprises qui va créer du souvenir publicitaire et qui, analysé par l'IA, va permettre d'exploiter et de faire ressortir un maximum de valeur. Tout ça, alors c'est dans notre payoff, Empower Human Thinking, tout ça pour valoriser les humains, puisqu'il n'y a pas de IA sans humain chez Mint. Et c'est ce qu'on disait, effectivement, ce sont les hommes qui font et qui mettent en place ce genre de projet, mais ces projets sont là aussi également au service des hommes pour les libérer, encore une fois, je disais, de tâches qui sont peu valorisantes et peu intéressantes aujourd'hui pour les collaborateurs et leur permettre justement d'élever leur pensée, d'aller plus loin, plus vite, plus haut dans leurs tâches quotidiennes et en même temps... Donc en se résumé, c'est de la productivité parce qu'en fait, il y a du workflow automatisé, donc ça permet aux gens de gagner du temps. De se libérer. Ça permet d'optimiser au fil de l'eau la performance des investissements. Et puis, il y a cette idée aussi de centralisation des data qui est une façon aussi, parce qu'on l'a dit, Bruce, tout à l'heure, on l'a pas beaucoup évoqué dans cette discussion, mais il y a la relation agence et annonceur. C'est de savoir où est la data, parce que la data, ça devient finalement une vraie equity. Hein. On appelle ça de l'advertising equity, je crois. Patrimoine. C'est un patrimoine. On parle beaucoup de brand equity. Ouais. Mais finalement, avec tout ce qu'on vient de se dire, la donnée de campagne, ces données deviennent de l'equity, du patrimoine unique et propriétaire. Et comme vous l'avez dit, c'est ce qui va faire la compétitivité d'une marque par rapport à une autre. Concurrentielle. Par rapport à une autre. Donc voilà, productivité, optimisation et gestion de la data, centralisation, accès. Ça peut être un peu les trois valeurs au-delà de toute la complexité de la technologie quand on ouvre le capot de la voiture et qu'on voit le moteur et tout ce qui se passe à l'intérieur. Les derniers mots, Bruce. Orange sur les années qui viennent, l'IA, ça va être partout. Ça va être. Il y avait un article dans Oui Demain, qui est un magazine un peu prospectif, qui parlait de l'IA et j'ai une de mes amies qui m'a montré le magazine, qui m'a dit, bon Dieu, ça fait peur, parce que c'est la prise de pouvoir de l'IA surtout. C'est quoi votre vision là-dessus Bon, l'IA, ma vision personnelle, c'est que l'IA, il faut le voir comme un super stagiaire. Un super stagiaire avec un cerveau extrêmement bien structuré et qui vous permet d'avoir un mathématicien à côté de vous. Voilà. Donc ça va faire des gains de productivité. Ça, c'est indéniable. Donc ça permet de libérer de l'énergie. Ça augmente l'humain, ça ne le remplace pas. Donc chez nous, typiquement, et que ce soit aussi chez nos partenaires et nos agences, l'IA est fait pour passer d'un mode où on est petites mains et on fait des reportings dans des fichiers Excel et des macros pour essayer de mettre en place un reporting le vendredi soir, à mon reporting, il est géré, mes différents reportings sont gérés par l'IA avec des systèmes de prompt et des systèmes de vérification et d'intégrité des données, ce qui va permettre de me libérer du temps pour passer à de l'analyse et de la recommandation. Donc pour moi, l'IA, c'est une opportunité unique pour les collaboratrices et les collaborateurs de passer d'une posture d'exécution, de reporting, à une posture d'analyse et de recommandation. Ça, c'est très important. On travaille avec aujourd'hui sur un marketing mix modeling, qui est une forme de statistique où on prend toutes les données de nos différents leviers, points de vente, différents impacts commerciaux, médias télé, médias digitaux, etc., pour pouvoir attribuer finalement un levier à des ventes et de se dire on va changer notre mix en fonction des résultats qu'on a. Ça, c'est une analyse statistique. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, je pense, dans un monde volatile, incertain, et complexe et ambigu, c'est de travailler sur deux types de KPI. Un premier KPI que nous avons déjà, qui est ce qu'on appelle les KPI long terme, les indicateurs long terme. Ça, les modèles de mix nous le donnent. Tous les trimestres ou tous les semestres, on a des résultats, on se pose, c'est comme le Net Promoter Score, c'est des indicateurs au long cours. Il faut compléter ces indicateurs avec des indicateurs qui sont ce qu'on appelle les Quick KPI, les Fast KPI. Les Fast KPI, ça permet de savoir entre le premier du mois et le premier du mois suivant, qu'est-ce qui se passe et sur quoi je peux agir. Oui, c'est de l'optimisation en temps réel. C'est ongoing optimization, si je prends un peu d'anglicisme. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, j'en reviens sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un Net Promoter Score qui ne bouge pas tellement d'un mois à l'autre. En revanche, votre delta sat, ce qu'on appelle la satisfaction et ce qui se dit sur votre marque,
peut varier énormément. Vous avez une forte variabilité. Donc là, j'en reviens à mon image du trading haute fréquence. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir un avantage compétitif? C'est qu'à un moment donné, entre 2 mois, vous allez pouvoir tout de suite prendre la parole et engager vos utilisateurs avec une publicité parce que vous allez surfer sur une... C'est de la réactivité. Donc, C'est la c'est de la réactivité. Bruce, merci beaucoup. Carlo. Grazie mille, Carlo. Bien sûr. Tristan, merci beaucoup. Merci Eric, merci à toi. Moi, ce que je garde aussi de tout ça à travers mes expériences avec différentes marques, différentes entreprises, c'est vrai que ça peut être intimidant de regarder toutes ces technologies, ça va très très vite, ça bouge extrêmement vite. Je pense qu'il faut essayer de continuer d'abord à réfléchir stratégiquement, parce que ce que j'ai entendu aussi dans cette discussion, c'est pas seulement des discussions de fonctionnalité, de technologie, c'est aussi des discussions stratégiques. On l'a évoqué, le premier point. Et puis, deuxième point, c'est on n'est pas à des choses, on parlait de Mint, mais ça roule, ça fonctionne déjà. Et on n'est pas dans le garage à bricoler des choses. Ces solutions technologiques fonctionnent et apportent déjà à des marques, à des marques de taille relativement importante, toutes les capacités à, encore une fois, améliorer la productivité, optimiser, centraliser, mieux gérer la data. Donc on est à un moment là vraiment où il faut sauter dans le wagon parce que effectivement, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est le CEO de je ne sais plus quelle société de technologie qui a dit vos jobs ne seront pas remplacés par l'IA, mais vos jobs seront remplacés par les gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup, Carlo, Tristan, Bruce. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aurez le replay. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait quelques problèmes éventuellement d'affichage de slides. Il n'y avait pas beaucoup de slides, donc vous n'avez pas manqué grand-chose. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller aussi voir du côté de la DTM, qui est une organisation, la première organisation des marketeurs en France, avec plein d'opportunités d'apprendre et de se connecter avec des professionnels. Merci et bonne fin de journée. Merci. Merci.